Je n'ai aucune légitimité à vous parler aujourd'hui, aucune autre que le pouvoir de conviction d'Elisabeth Bramy. Elle a demandé à Kathleen Gissels de m'inviter, puis m'a demandé de venir. L'un et l'autre avons obéi. Je sais ce qui interroge Elisabeth. Je le sais parce que nous nous sommes rencontrés pour les meilleures raisons du monde, réparer une mauvaise première impression, une mauvaise première rencontre. La première fois que nous nous sommes parlé, ce fut pour nous engueuler. Nous étions réunis pour une table ronde autour des lectures de terreur pour les enfants. Je venais de publier Une chèvre de M. Seguin, dont la dernière image est celle d'une chèvre morte, mais qui semble dormir. Et c'est ce que j'ai dit. Qu'avais-je fait ? La colère d'Elisabeth, intransigeante, s'est abattue sur moi. Nous nous sommes écharpés sans entendre, jusqu'à aujourd'hui je crois, ce que l'autre avait à lui dire ce jour-là. Une de nos amies communes, une fée écrivaine, Marie Sellier, nous a réunis, pensant que nous ne pouvions pas ne pas nous aimer. C'est ainsi qu'est arrivé La couleur des saisons, un livre né de nos deux passés, de nos deux histoires. Je crois que c'est de la curiosité que je lui ai manifestée dans la manufacture de ce livre essentiel qu'est né le désir d'Elisabeth de me faire inviter ici. J'avais 8 ans, j'étais au cours élémentaire 2e année. Notre institutrice nous proposait d'écrire un texte par semaine, un poème, une histoire, un rêve, ce que l'on voulait. Le mardi, elle recueillait les textes, le mercredi, elle corrigeait les plus grosses fautes. Le jeudi, chaque auteur lisait son texte à la classe qui élisait le meilleur. Nous recopions le texte au tableau et tous ensemble, nous essayons de l'améliorer. C'est ce qui m'a donné le goût de l'écriture et sa frustration aussi, sans doute, et de loin en loin, le désir de créer ma maison d'édition. À chaque fois que je raconte mon histoire, j'évoque ces moments décisifs pour ma vie entière, mais il y a une autre partie à cette histoire que je ne raconte pas et que d'ailleurs je me rappelle à peine. Dans cette classe, j'avais une amie, mon alter ego. Elle s'appelait Valérie Zerbib. Je suis né en 1967, je ne savais pas encore que certains enfants de mon âge portaient leur prénom comme on rabat par précaution le revers de son manteau. Valérie écrivait aussi. Nous étions les leaders du groupe d'écrivains. Nous nous aimions beaucoup. Un jour, elle est venue me chercher à la maison. Je ne me rappelle plus bien la scène, mais je sais qu'en moins de 2 phrases, ma mère a eu le temps de la saluer et de dire à cette petite fille de 8 ans qu'elle n'avait jamais vue et que je crois elle ne revit jamais, « Alors toi, tu es juive ?» Il me semble que c'est la première fois que j'ai entendu ce mot. Ou, si ce n'était pas la première fois, c'est la première fois qu'il eut un sens, qu'il était incarné. Il y avait une caresse dans ce mot, juive, une caresse dans le son et une caresse parce qu'il sortait de la bouche de ma mère. Mais je vis Valérie. Son souvenir me la présente contre le mur du couloir, derrière de grandes lunettes de petite fille, tétanisée, perdue, prête à se rendre. Je ressentis je ne sais pas quoi. Peut-être ma première gêne de jeune homme dans les habits d'un tout petit enfant. Nous avons déménagé à la fin de cette année-là. Je ne revis plus Valérie, ni mon institutrice, qui d'ailleurs était une remplaçante. Je suis né 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'ai été nourri par les souvenirs de mes parents, nés 10 ans avant la guerre, dans le sud de la France, n'ayant l'un et l'autre connu le conflit que par des restrictions, le marché noir et le passage des soldats allemands dans les rues. Puis, comme tous les enfants de ma génération, j'ai été abreuvé par la télévision. Les émissions sur la guerre et les films de guerre. Mais rien de plus que Le jour le plus long et La grande vadrouille. Un feuilleton surnage malgré tout dans ces souvenirs. Holocauste. Un mot dont j'appris alors ce qu'il signifiait par la chronique d'une famille qui, du jour au lendemain, se trouve enfermée dans un étau qui n'est pas la guerre. À mes yeux de garçon, ce ne pouvait être une guerre, puisqu'il ne s'agissait pas d'un conflit entre 2 corps armés, luttant à force plus ou moins égale, semblable à celui qui peut opposer dans une cour d'école 2 bandes rivales. Mon jeune esprit se trouvait impuissant à concevoir pourquoi, au cœur de la guerre, la vraie, des gens qui n'étaient pas des combattants étaient massacrés sans autre uniforme que leur origine, leur foi, leur nom, leur physique, anéantis pour ce qu'ils étaient.
C'est à peu près à ce moment-là, sans que j'en connaisse vraiment rien, que je fis de Martin Luther King mon héros personnel, car il était mort d'avoir combattu l'injustice. On m'aurait parlé d'Anne Frank, c'est peut-être elle que j'aurais placée à ce pinacle. Des années plus tard, j'étais en seconde, une autre Valérie est entrée dans ma vie. Fantasque et drôle, bourgeoise et brutale, elle me cueillit à 15 ans lors d'une de nos premières conversations avec un « Mais de toute façon, toi tu aimes les garçons ». Ce n'est pas qu'elle savait mieux que moi, mais elle avait raison mieux que moi. Elle m'avait cueilli et j'étais conscient sans le savoir que désormais nous pouvions tout partager. Il y a dans le journal de 1946 de Max Frisch une nouvelle dont est tirée sa pièce Andorra. Un jeune orphelin d'origine étrangère est plus intelligent que les autres de son âge. Son rapport à l'argent paraît étrange, et son front, et son nez. Il est juif, dit-on. À force, il reconnaît en lui tout ce qu'on y voit. Il se dit qu'il doit être juif et accepte pour cela qu'on le tue. Bien sûr, il n'était pas juif. Le phénomène d'assignation est l'un des plus puissants qui existent. Une petite fille n'est pas faite pour les maths, un petit garçon sait se défendre, une petite noire a forcément le sens du rythme, un petit juif sera bon en affaires. Ce que nous sommes, comment la société nous voit et comment nous finissons par accepter de nous regarder. Au lycée, Valérie m'a simplement reconnu. Elle ne m'a pas accroché d'étiquette, j'étais libéré avec elle de toute assignation de cours d'école et de la tentation d'en appliquer. Cette Valérie, je m'y suis accroché comme si nos mondes devaient se partager l'univers, et nous sommes depuis bientôt 40 ans les amis les plus tendres du monde. C'est de la mère de cette Valérie-là que j'appris que les prénoms ont un sens caché, celui qu'ils ont quand ils ne sont pas portés. Car elle avait donné à sa fille le prénom de Valérie, au cas où, disait-elle, et un second, juif, celui-là, Halina. Sa mère était l'une de ces personnes qui vous donnent l'impression que le meilleur reste à venir. L'une de celles qui vous donne l'impression que sa parole est celle d'une pitié moderne et qu'en l'écoutant, vous comprendrez la vie. Peut-être parce que c'est vrai. Betty, la mère de Valérie, eut un début de vie partagé entre Buenos Aires, où ses parents polonais s'étaient installés pour fuir les pogroms, la Pologne, où elle retourna quand son père tomba malade, Paris, où sa mère, devenue veuve, s'exila ensuite, puis mourut à son tour. Au début de la guerre, Betty porta l'étoile dont elle ne pensait pas qu'elle serait le signe de sa perte jusqu'à ce qu'elle voie sa meilleure amie emmenée. Elle s'enfuit alors, gagna la zone libre où elle trouva à se cacher en travaillant dans un sanatorium. Mais c'était un cœur pur. Quand elle vit ses sauveurs faire du marché noir, elle ne le supporta pas et partit encore. À la fin de la guerre, redevenue parisienne, elle fréquenta les cellules juives du Parti communiste. Elle me raconta ainsi le choix de sa vie. À la fin de la guerre, il fallait choisir entre prendre le bateau pour rejoindre Israël ou s'engager chez les communistes. J'ai choisi le parti. Une autre amie du même âge, Marie-Claire, me racontait sa part de guerre. À 18 ans, elle avait fait le choix de la résistance. Elle fut arrêtée et déportée quelques mois plus tard, passant de Ravensbrück à Mauthausen, ne devant sa survie en 1945 qu'au hasard d'une colonne de blindés américains arrivés plus vite que les chambres ne pouvaient avaler de témoins des crimes nazis. Et quand j'eus son âge, 18 ans, je me sentis terrassé par l'idée du choix et du choix juste, de l'engagement, de la capacité à rester droit, savoir qu'il faut lutter, en comprendre l'impérieux devoir. À 18 ans, pour comprendre l'engagement, je me fis gréviste étudiant. Un blanc-bec de l'engagement, bien sûr, avec la passion non de l'idéaliste, mais de celui qui désire ressentir la spirale étroite de la résistance s'enrouler autour de sa conscience, et la volonté de se rester fidèle alors que tout autour de soi s'accélère et nous désoriente. Il n'y a pas de sens à dire ce que l'on fait si celui qui écoute ne sait pas d'où l'on parle. Betty, la mère de Valérie, était antisioniste. Était-ce une façon de justifier son ancien engagement communiste ou une conviction, celle d'être avant tout française, sa façon intime de dénoncer l'horreur que les Juifs français, les Français de confession juive, avaient subie sur leur sol, dans leur pays, au nom frauduleusement réclamé par Vichy d'État français. Valérie et moi sommes nés dans la queue de la comète de la guerre, suffisamment proches pour être imbibés de son histoire, suffisamment éloignés pour en considérer les conséquences sans affect. Valérie a très tôt compris la nécessité d'Israël
et un jour, à force de discussions, elle est parvenue à convaincre sa mère de l'accompagner à Jérusalem. Elles se sont rendues au mur des lamentations. Betty avait du mal à marcher. Il fallait un laissez-passer qu'elle n'avait pas. Mais elles étaient là, elles ont demandé si elles pouvaient franchir le barrage. Une jeune soldate le leur a interdit. Il fallait un laissez-passer. Betty a ouvert son sac à main, sorti son étoile et dit à la jeune soldate « Et ça, est-ce que c'est suffisant ?» Je sais que je ne sais pas ce qu'est la Shoah. Je ne peux pas le savoir. Je n'en ai pas été le témoin et je ne la porte pas en moi non plus. Pour moi, un génocide est un génocide. Et pourtant, l'histoire des Juifs est l'histoire de tous. Elle est notre histoire de plusieurs millénaires et en France, elle est, après les croisades, la révocation de l'édit de Nantes et l'affaire Dreyfus. Juifs et non-juifs, indifféremment, portent cette histoire commune. Elle est l'éternel exode de la condition humaine. Elle est la Bible. À distance, avec le temps qui passe, on pourrait croire que la Shoah ne serait qu'une part du long défilé de l'histoire de l'homme. Terrible, insoutenable, intolérable. Une folie que pour les siècles à venir, il faudrait continuer de combattre, mais cela demeurerait l'histoire de l'homme sédimentant ses propres horreurs pour poursuivre son chemin. Or, la Shoah, qui est la cristallisation absolue d'une haine séculaire, est aussi le refus de l'histoire de notre monde, de notre culture. C'est l'atteinte ultime à l'art, à la faculté de penser et d'enrichir la beauté de nos âmes. C'est l'universalité de notre culture occidentale qui, de Chagall, Soutine à Modigliani et de Kafka à Proust et Bashevis Singer, est niée. Quand pour la première fois, Elisabeth Brahmi et moi nous sommes vraiment rencontrés autour d'une table pour discuter de possibles projets ensemble, 2 images, des reproductions de peintures sont tombées d'un de ces dossiers. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Oh, ça, c'est mon père. Elle ne m'a pas dit « ce sont les reproductions de toiles de mon père, des invitations pour un vernissage ». Non, elle m'a dit « ça, c'est mon père ». Je ne connais pas tout l'art français du XXe siècle, mais j'ai quelques repères. Cet artiste-là, je ne le connaissais pas. Étais-je passé à côté d'un artiste essentiel ? Et pourquoi Elisabeth, auteure reconnue, ne mettait-elle aucune distance dans l'introduction à l'œuvre d'un autre artiste, fût-il son père ? Comment pouvait-elle se livrer à moi dans cet acte de dévotion pour son père ? J'ai ressenti comme une libération. Elle a simplement ajouté qu'Emmanuel Proveller avait travaillé en France des années 50 à sa mort en 1981, qu'il avait fui la Pologne et échappé à la Shoah. Puis, elle m'a dit qu'elle avait un projet autour de son œuvre et des 4 saisons. Quelque chose de tout simple, minimaliste, a-t-elle ajouté. Elisabeth me montra son projet. Je vis surtout les œuvres de son père, extraordinaires, éclatantes, belles, pleines d'une allégresse inédite. De projet de livre, il n'y avait guère rien d'autre que de la révérence. Mais comment cet artiste de la couleur et de la joie avait pu échapper à l'influence de l'art français de l'époque, des Soulages, Mathieu, Poliakov et des artistes du nouveau réalisme, Niki de Saint-Phal, César, Armand, Spoeri, voire Villeglé. Je ne comprenais pas comment cet artiste juif polonais, réchappé de la Shoah, pouvait célébrer avec tant de force la vie, ses bonheurs simples, la sensualité des corps, l'amour et la vie jouie. Bien sûr, j'ai refusé le premier texte d'Elisabeth. Il ne rendait ni hommage à son père, ni ne disait sa place à elle dans cette histoire. Je suis allé la voir, nous avons longuement parlé, je voulais entendre le récit ontologique de cette filiation à front renversé qu'elle seule désormais pouvait écrire. Comment pouvait-elle faire surgir, sans la nommer, la souffrance qui hurle dans cette peinture en apparence si heureuse ? Une peinture qui déclare sa vie, sa soif de vivre, de peur qu'une fois encore on veuille la tuer. Elisabeth m'a confié une 2e version. Je l'ai refusée. Je suis retourné la voir et je lui ai demandé d'écrire un livre juif. Nous avions suffisamment parlé à ce moment-là pour qu'elle me comprenne à demi-mot. Elle écrirait, sans le dire, l'autobiographie de cette petite fille qui portait en elle l'histoire du monde. Mais qui sait cela quand il lit le livre ? Aujourd'hui, la Shoah n'est pas pour les jeunes générations un repère fondamental. La centralité du peuple juif dans l'histoire de notre monde est brouillée par l'image controversée d'Israël.
La Seconde Guerre mondiale est loin, d'autres horreurs ont pris sa place dans l'esprit des jeunes générations non juives. Je voulais, à ma place, témoigner de l'impossibilité de la survie et du néant. Je voulais montrer la force radicale de la vie, sans concession ni partage, celle d'Emmanuel, puis celle d'Élisabeth. Voyant que nos lectures du monde étaient compatibles, forcément différentes mais solidaires et pouvant se soutenir et se compléter, Élisabeth m'a proposé de rééditer Sauve-toi Élie, le très beau livre qu'elle avait publié presque 20 ans auparavant avec Bernard Genet. L'histoire d'un enfant caché qui subit le sort d'un enfant caché, le déracinement, la perte des parents, la vie sous un nouveau nom, la nécessité de se cacher quand il le faut sans le comprendre, et au hasard d'une fugue, croiser une enfant qui se sauve parce qu'elle va être déportée. Alors qu'elle est rattrapée, elle a la prescience de l'enfance et de sa judaïté qu'elle va vers son destin et que la seule solution est de n'y pas entraîner ce petit garçon, de le sauver. Car pour elle, déjà, il n'y a plus d'autre chemin. Dans ces 20 premières années du XXIe siècle, 80 ans après la Shoah, les références des jeunes gens entre 5 et 25 ans ne sont plus les mêmes que celles que j'ai eues. Quand je m'adresse à eux, quand je publie pour eux, je dois avoir à l'esprit ce qui les fait et ce qui m'a fait et dont je crois qu'il est digne que je le partage et le transmette. Leurs moyens de communiquer avec le monde ont radicalement changé. Ma génération et celle de la télévision, nous avons été nourris, formés et déformés par cet étrange canal. Celle des enfants nés dès l'aube d'Internet découvrent le monde par des réseaux, qu'ils soient éducatifs comme Wikipédia, sociaux, Twitter, TikTok, etc., pratiques, le GPS. Michel Serres faisait le distinguo entre la culture encyclopédique des Lumières et rhizomique d'Internet. Elle se déroule et prend corps sous nos yeux. La plupart du temps, cette culture se couvre d'un vernis d'information qui n'a plus de relief que celui observé dans un café du commerce. Mais un vernis qui a souvent plus d'étendue que n'en a jamais eu le nôtre et dont l'emprise, la capacité de concentration, le pouvoir de séduction ont la versatilité, la précision et la beauté d'un immense banc de poissons qui échappe à ses prédateurs, la curiosité et le savoir. Être éditeur, c'est être un observateur. Être un éditeur pour la jeunesse, c'est être l'observateur de son enfance et de celle des générations suivantes. C'est prétendre comprendre le décalage, les évolutions et les ruptures avec le monde de ces années de formation et évaluer comment s'adresser à de jeunes lecteurs pour contribuer à leur formation en tant qu'hommes et femmes responsables. C'est leur donner les clés de la permanence d'un monde dont l'image est en perpétuelle mutation et c'est la plupart du temps cette image qu'ils prennent pour être le monde dans lequel ils évoluent. Un peu plus de 80 ans après la promulgation de la solution finale pour éradiquer de notre monde ceux qui en portent la mémoire, la question n'est plus seulement de transmettre ce que fut la Shoah. Il faut d'abord en poursuivre l'histoire, laisser les interprétations sur cette période prendre leur place dans le cadre de ce qu'elle fut avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Si cette sédimentation ne se fait pas, nous continuerons d'alimenter involontairement le négationnisme jusqu'à la situation paroxystique d'entendre un juif négationniste. L'histoire constituant l'événement en fait répond à la négation. La mémoire répond, elle, au mensonge. Or, la transmission est un travail mémoriel qui, au cours des siècles prochains, ne sera pas porté par les résistants, les tziganes, les homosexuels qui ont pourtant partagé le sort des juifs européens. Il sera une œuvre juive, une fois de plus, car juifs et juives nous portent en eux. Ils demeurent le socle de la civilisation méditerranéenne et occidentale. Quant à nous, éditeurs de livres pour la jeunesse, nous nous devons de participer à un travail d'histoire et de mémoire. Il faut parfois faire les deux en même temps, et pour cela, simplement montrer des morts, des cadavres, des gens pas encore tout à fait morts et déjà en décomposition. Dans un livre sur la déconstruction du racisme intitulé Taras et publié avec le Muséum national d'histoire naturelle, nous avons reproduit plusieurs images choquantes. Mais métrions-nous l'image d'un charnier de camp nazi? J'en ai imposé le principe. Et j'ai choisi une image où les gens semblent dormir. Non pas pour adoucir le propos, mais pour choquer davantage les jeunes lecteurs. Pour des enfants habitués au gore des scènes de jeux vidéo, de films, de séries ou de sites, il fallait que la mort ait un autre visage, celui de la réflexion, du silence, de l'arrêt, de la mort.
Il fallait que les jeunes lecteurs prennent le temps de s'interroger sur ce qu'ils regardaient. Et faisant ce choix, j'ai eu consciemment ou non à l'esprit cette altercation que j'avais eue un jour avec une auteure qui, dans un tout autre contexte, m'avait reproché de ne pas dire les choses. Tonitruante, debout, vigilante, son cri alerte, défend et menace, toujours. Moi, pour lui donner la main, je continuerai de choquer par le murmure, la pointe des pieds, le regard à demi fermé. Merci.